Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je propose de suivre une petite conférence d'introduction à la philosophie, dans laquelle je vais tout simplement essayer de répondre à la question de qu'est-ce que c'est que la philosophie. Pour ce faire, je vais utiliser des notes qui seront consultables au moment où la vidéo sera publiée, probablement sur la chaîne du serveur, puisque la Cité Libre a maintenant sa propre chaîne. Et tout d'abord, on peut commencer par partir du fait que la nature de la philosophie n'est pas consensuelle et fait l'objet de débats chez les philosophes eux-mêmes. Ils ne sont pas forcément d'accord entre eux sur qu'est-ce que la philosophie, et selon qu'on étudie tel ou tel auteur, on pourra trouver des définitions de la philosophie assez différentes les unes des autres. Donc déjà, ça montre que la question n'est pas si simple que ça, on ne peut pas en donner une définition unanimement acceptée par tous les philosophes. On peut même indiquer un certain nombre de clivages internes relativement à la définition de la nature de la philosophie. Ainsi, pour les uns, la philosophie serait une science, c'est-à-dire une méthode ou une activité qui viserait à connaître la vérité en général, ou alors peut-être la vérité d'une certaine sorte de chose particulière. Après, ça dépend aussi de ce que les auteurs entendent par science, parce que des fois c'est juste un système de connaissances, ou des fois ça peut avoir un sens plus technique, mais bon, il y a des auteurs qui tendent à rattacher la philosophie à la science. Inversement, d'autres philosophes contestent radicalement ce point de vue et considèrent que la philosophie est une activité qui soit n'a rien à voir avec les sciences, soit a un rapport à la science, mais qui est un rapport de distance, de critique. Ce que ferait le philosophe ne serait pas analogue à ce que ferait le scientifique, voire même le philosophe serait en position pour juger soit de la valeur morale ou normative de l'activité scientifique, soit de la pertinence des principes utilisés dans la démarche scientifique, celle que le scientifique devrait suivre, ou alors au contraire, dans une approche plus descriptive, celle que le scientifique suit implicitement. Le philosophe serait alors celui qui révèle au scientifique ce qu'il fait, ou en tout cas certains concepts ou certaines démarches qu'il pratique sans les avoir nécessairement formulées théoriquement. Ça, c'est un type de clivage, mais il y en aurait plein d'autres. On peut aussi constater que les philosophes ne sont pas d'accord sur, le genre d'activité que serait l'activité philosophique. Pour certains, la philosophie serait une activité théorique, une activité qui vise la connaissance, qui vise le savoir, qui serait plutôt quelque chose de contemplatif. Le philosophe serait une sorte de personnage, qui se met au milieu d'un rapport au monde qui le fait tendre vers la vérité et qui, en quelque sorte, jouit de cet état de contemplation de la vérité. Tandis que pour d'autres philosophes, au contraire, la philosophie est une activité pratique, donc par opposition au théorique. La philosophie serait alors plutôt une manière de vivre, selon la formule de Pierre Hadot, un philosophe français qui était un spécialiste de philosophie ancienne. La philosophie s'apparenterait alors à un choix de vie, comme il y aurait des choix de vie religieux ou méditatifs ou d'ascèse ou une sorte de quête spirituelle, enfin quelque chose qui aurait plutôt un lien avec non pas un but de connaissance, mais un but de culture finalement de la personnalité et qui aurait une dimension surtout morale. Donc là aussi c'est un clivage interne dans les définitions ou les manières d'envisager la philosophie. C'est pas forcément un clivage irréconciliable. Potentiellement, on pourrait considérer que la philosophie fait les deux activités en même temps, ou qu'une conception globale de la philosophie inclurait les deux dimensions. Autre clivage encore, pour certains philosophes, la philosophie serait une activité réservée à une minorité, à une élite intellectuelle. Ça pourrait même être une activité qui présupposerait d'avoir d'abord acquis un certain nombre de connaissances et de savoirs préalables, d'avoir peut-être étudié certaines sciences ou certaines disciplines comme la logique. Donc dans les conceptions élitistes, typiquement il y a celle de Platon, pour laquelle on ne peut pas faire de philosophie sans avoir appris la géométrie et sans avoir acquis un âge suffisamment avancé de 40 ans, alors qu'au contraire, pour d'autres philosophes, la philosophie serait en germe ou latente chez tous les êtres humains, qui sont des êtres de raison. La philosophie aurait vocation à être pratiquée par tous les êtres humains,
Elle pourrait l'être sans aucun bagage particulier. Un auteur comme Épicure, par exemple, pense que même les enfants peuvent faire de la philosophie ou l'apprendre. Ou alors, si la philosophie n'est pas déjà quelque chose en germe chez chaque individu, elle serait quelque chose qu'il serait nécessaire de diffuser au maximum. On peut penser par exemple au programme des idéalistes allemands lorsque ces auteurs étaient extrêmement jeunes, qui avaient comme ambition de rendre la philosophie populaire, une philosophie qui irait à la rencontre du peuple, dans une optique un peu romantique et idéaliste. Donc toute une série de clivages internes, et encore je vous ai pas fait la liste de toutes les définitions auxquelles j'aurais pu penser, dont on aurait pu comparer les traits en essayant de en faire une quelconque synthèse. Mais c'est pas ce type-là de démarche que je vais privilégier. Plutôt que de comparer entre elles des définitions, on va plutôt réfléchir à qu'est-ce qu'on trouve dans la philosophie et essayer d'en dégager une certaine unité. Ainsi, nous allons examiner les parties ou les champs principaux de la réflexion philosophique, et puis on essaiera de se demander qu'est-ce qui peut justifier de ranger tout ça dans une même appellation générale. Alors en philosophie, si vous allez dans une bibliothèque et que vous allez dans les rayons de philosophie, une bibliothèque universitaire, vous verrez souvent des classifications qui sont faites pour ranger les livres de philosophie. Et il y a un certain nombre de domaines ou de grandes régions de réflexion un petit peu générales où on va placer tel ou tel type de recherche philosophique. Moi j'en ai retenu 6, mais potentiellement on pourrait faire des listes plus étendues. Enfin, j'ai pris 6 domaines qui me semblent être un peu les grandes familles de questionnements dans la philosophie. Alors premièrement, on a la métaphysique, qui mériterait une conférence en soi, qui d'ailleurs n'est peut-être pas si loin que ça de nous. La métaphysique, c'est une branche fondamentale ou première, selon les appellations de la réflexion philosophique, qui se pose des questions extrêmement abstraites et générales, du genre de quoi est faite la réalité, qu'est-ce que la réalité, quelles sont les caractéristiques fondamentales ou ultimes de la réalité, qu'est-ce qu'on peut dire de la nature ou de l'être ou de ce qui existe en tant que tel, c'est-à-dire sans entrer dans tel ou tel domaine trop spécifique du réel, qui serait l'objet d'une science particulière. Par exemple, le biologiste va étudier les êtres vivants, mais le métaphysicien n'est pas censé étudier tel ou tel genre d'être, il est plutôt censé étudier soit l'être en général, soit qu'est-ce qui justifierait de le découper en parties ou en régions. Dans la métaphysique, on peut trouver un peu des questions directrices, qui seraient des questions telles que qu'est-ce que ça veut dire d'exister ou d'être? Est-ce qu'il y a plusieurs modes ou plusieurs genres d'être? Est-ce qu'on peut, dans le même sens, dans la même signification, dire qu'une personne existe, qu'une valeur existe, ou un souvenir, ou un nombre, une entité mathématique? Est-ce qu'il existe de la même façon qu'existerait une institution, ou une norme sociale, ou une ville, ou un événement, ou le temps, ou la probabilité, ou les relations causales, par exemple, entre des entités, voire même, est-ce qu'on peut parler de l'existence de Dieu, ou de l'existence de quelque chose comme le néant? Voilà, des espèces de réalités qui sont extrêmement abstraites, et qui semblent pas relever d'une science particulière. Le métaphysicien, face à ces objets très étranges que je viens de mentionner un petit peu, il y en aurait d'autres, se demande qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun à toutes ces réalités. Est-ce qu'on a bien affaire à des choses qui ont une existence réelle et qui ne sont pas que des entités verbales ou nominales? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre ces éléments? Voilà, c'est un peu le champ des questions les plus fondamentales ou les plus difficiles à poser pour la pensée. Ensuite, on a un deuxième champ principal de la philosophie qu'on appelle l'épistémologie. Alors attention, parce que selon qu'on est en français ou en anglais, ça n'a pas forcément le même sens. En français, on parlera plutôt de gnoséologie pour parler de la théorie de la connaissance, alors que l'épistémologie, ce serait dans le sens français du terme, plutôt la philosophie des sciences, alors qu'en anglais, epistemology sera plutôt la théorie de la connaissance en général, et pas forcément la philosophie des sciences en particulier. En tout cas, on a un champ de questions qui s'intéresse à l'épistémé, c'est-à-dire au savoir, à la connaissance. Et les auteurs, les philosophes, les chercheurs qui travaillent dans ce genre-là de domaine se posent des questions sur qu'est-ce que c'est que la connaissance? Est-ce qu'on peut obtenir de la connaissance? Est-ce qu'on peut atteindre la vérité? Si oui, comment?
Est-ce que les sciences sont une méthode adéquate pour acquérir la vérité? Si oui, qu'est-ce que c'est qu'une science? Combien il y en a? Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de sciences? Comment est-ce qu'elles peuvent arriver à la connaissance? Est-ce que c'est toujours des connaissances du même genre ou aussi fiables les unes que les autres? Qu'est-ce qui différencie une science de ce qui n'est pas une science, etc., etc. Ces questions d'épistémologie, j'y reviendrai dans une autre conférence, sont fortement imbriquées avec les questions de métaphysique, parce que selon ce que vous pensez qu'on peut connaître, eh ben, ça va définir ce que vous pensez qu'il existe comme entité dans le monde, et inversement, selon que vous pouvez prétendre affirmer l'existence de telle ou telle sorte de réalité dans le monde, eh bien ça va être impliqué avec la manière dont on pourrait avoir une connaissance de ces entités. Donc c'est deux champs de questionnement fondamentaux qui sont interconnectés. Ensuite, on a une branche que j'aime bien appeler l'anthropologie philosophique, qui répond à la question qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que l'être humain par rapport à d'autres types d'êtres, comme les êtres inanimés, les animaux, voilà, qui se posent des questions sur la nature humaine. Est-ce que la nature humaine se caractérise par la liberté ou par une autre faculté quelconque, la raison, la sociabilité, etc. Bon. Ensuite, on a le champ de la philosophie morale qui s'interroge sur la nature du bien, sur la nature du devoir, sur la façon dont on devrait mener notre vie, comment dois-je agir, comment dois-je vivre. Ça, ce sont des questions qui appartiennent au champ de la réflexion en philosophie morale. Ensuite, on a un sous-champ du premier qui est la philosophie politique, qui s'interroge à la fois sur la nature du phénomène politique, mais aussi dans une perspective normative sur qu'est-ce que devrait être le meilleur régime politique, à quoi est-ce qu'on peut déterminer qu'un régime est meilleur qu'un autre, qu'une politique est meilleure qu'une autre, voilà, qui cherche à déterminer des principes ou des règles normatives qui nous guideraient vers le bien public, vers les meilleures institutions politiques possibles. Et enfin, dernièrement, un sixième champ de réflexion principal, parce qu'il y a toutes sortes de sous-champs à l'intérieur de chacune de ces branches, c'est l'esthétique qui s'intéresse aux objets artistiques, aux expériences de la beauté, aux expériences de différentes, soit d'objets artistiques, soit de situations qui présentent une dimension qu'on qualifierait comme une expérience de la beauté ou d'autres phénomènes esthétiques. L'esthétique, elle est dirigée par des questions du style qu'est-ce que sont les jugements ou les expériences esthétiques par rapport à d'autres types de jugements, comme par exemple les jugements de vérité. Est-ce qu'il y a une vérité en art? Est-ce qu'il y a une vérité à dire qu'un objet est plus beau qu'un autre, ou qu'une œuvre d'art est plus réussie qu'une autre, ou qu'une œuvre d'art est plus fidèle à ce que devrait être une œuvre d'art d'une autre? Elle s'interroge sur la nature du beau, elle s'interroge sur la nature de l'art, qu'est-ce qui différencie l'art d'une autre activité humaine? Ça, c'est aussi un champ à part entière de la réflexion en philosophie, qui est d'ailleurs particulièrement technique et ardue. Alors, maintenant qu'on a subdivisé notre histoire de philosophie en plusieurs morceaux, on va essayer de faire un peu de la synthèse, parce que ces différentes questions sont quand même extrêmement hétérogènes les unes des autres, et on voit pas très bien ce qui justifie de les ranger dans une sorte de appellation générale qui serait la philosophie. Qu'est-ce que ça a de commun de se poser toutes ces questions-là, finalement? Eh bien, il me semble qu'une proposition de réponse consisterait déjà à repartir de l'apparition de la philosophie, en tout cas dans le cas de la culture occidentale, parce qu'il y a aussi une histoire de la philosophie dans le monde asiatique, et notamment en Inde, et comme je ne la connais pas assez, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais dans le cas de l'apparition de la philosophie, elle est liée à l'histoire de la Grèce ancienne. Donc, au départ, aux origines, on a affaire à un phénomène qui vient justement d'un certain nombre de sages, de penseurs de temps très anciens de la culture grecque, des époques qui nous ramènent vers plus ou moins le 7e siècle avant Jésus-Christ, pour fixer très grossièrement, dans cet ensemble de cités dispersées sur la mer Égée, en Grèce, en Asie mineure, dans les îles de la mer Égée, voire même dans des parties du bassin méditerranéen plus éloignées, on a un ensemble de penseurs qui circulent dans ces espaces entre différentes cultures, entre différentes parties du monde, et qui commencent à développer un certain type
d'activité qui ne correspond pas vraiment à ce que pouvaient faire d'autres personnages culturels comme le magicien, le poète ou le prêtre, qui étaient aussi des figures, pourrait-on dire, spirituelles des temps archaïques. Le philosophe, il apparaît finalement après tout ça, après les poètes comme Homère, après les magiciens, après les prêtres des différentes castes religieuses, comme il y a pu en avoir par exemple chez les Égyptiens ou chez les Babyloniens, et qui avaient déjà développé de certaines formes de connaissances scientifiques, notamment dans le domaine de l'astronomie. Les philosophes apparaissent finalement après ces différentes manifestations culturelles. Et pour partir un petit peu sur la définition de ce que c'est que la philosophie, on peut s'appuyer sur un passage du dialogue de Platon qui s'intitule le Thétète. Platon, pour situer, est un personnage postérieur à la période dont je parlais, qui lui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans le Thétète, Platon nous dit que l'étonnement est un sentiment philosophique, c'est le vrai commencement de la philosophie. Et on trouve des remarques similaires dans la métaphysique d'Aristote sur le fait que la philosophie serait fille de l'étonnement. Donc, à l'origine de la démarche philosophique, il y aura une activité d'étonnement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'étonnement ? L'étonnement, finalement, c'est une forme de rupture dans la familiarité de notre expérience. Quelque chose se passe auquel on n'est pas habitué, quelque chose nous interpelle, nous arrête en quelque sorte. Et on se met à penser pour essayer de chercher un sens ou une explication vis-à-vis de la chose. Et en soi, ce ne serait pas encore tout à fait suffisant pour définir la philosophie, parce qu'on peut se poser des questions sur la disparition d'un objet dans le quotidien. J'ai perdu mon stylo, où est-il ? Bon, ça peut être une forme d'étonnement, on va dire, ordinaire. Mais l'étonnement philosophique, il va un peu plus loin que ça, il y a quelque chose de plus radical. Il se manifeste chez les premiers philosophes, ceux que la tradition appelle les présocratiques, c'est-à-dire ceux qui viennent avant le philosophe athénien Socrate, qui a lui-même eu Platon comme disciple, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ces auteurs dits présocratiques sont aussi appelés, et c'est une appellation beaucoup plus pertinente, les physiciens, parce qu'ils sont connus pour avoir réfléchi sur la physis, c'est-à-dire le terme grec qu'on traduit en français par la nature. Mais la nature dont il est question, c'est pas tout à fait la nature de la physique moderne, c'est-à-dire une nature qui serait réduite à l'examen du mouvement des corps, comment est-ce que les choses bougent, qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui bougent plus vite que d'autres, c'est pas tellement une mécanique ou des lois du mouvement qui les intéressent, encore que c'est pas non plus exclu a priori. Quand il s'agit de réfléchir à la nature, en fait, c'est un synonyme du monde ou de l'univers. Il s'agit de réfléchir sur l'ensemble de ce qui existe, et qu'est-ce qui permet de rendre compte de l'existence du monde dans son ensemble. Donc c'est une réflexion sur la totalité et non pas sur une partie de ce qui existe, comme par exemple les corps en mouvement. Alors cette réflexion des présocratiques, elle débute avec un auteur qui s'appelle Thalès de Milet. Milet étant une cité grecque d'Asie mineure. Thalès, qui a donné son nom, n'est-ce pas, à l'entreprise française que vous connaissez, est né en 548 avant Jésus-Christ, semble-t-il. On le considère comme le premier des philosophes, justement, en Grèce ancienne. Alors, je vais vous lire un petit passage sur Thalès qui provient du livre de Jeanne Hirsch, L'étonnement philosophique. L'école philosophique la plus ancienne, la célèbre école de Milet, en Asie mineure, a été fondée par Thalès, l'inventeur du théorème faisant du cercle le lieu géométrique des angles droits construits sur un segment de droite. Les premiers philosophes, nous dit Jeanne Hirsch, étaient des esprits universels, qui avaient un petit peu tous les savoirs disponibles à leur époque, en mathématiques, en astronomie, et tous les fragments de savoir qui pouvaient commencer à émerger de ci, de là. Il faut bien se dire que la philosophie est très liée à un contexte d'échange interculturel entre plusieurs civilisations du bassin méditerranéen, parce qu'on a les Grecs, mais à proximité il y a la civilisation égyptienne, il y a les Phéniciens et tout ce qui est les peuples de l'actuel Liban en Méditerranée orientale, et puis il y a la Perse, qui est un grand empire extrêmement ancien et qui fait le lien avec l'Asie.
Alors, qu'est-ce qui suscite cette espèce de réflexion originelle qui fait démarrer la philosophie? Eh bien, les premiers philosophes étaient perplexes ou rendus curieux par le phénomène du changement. Non pas le changement de telle ou telle entité en particulier, mais le fait que les choses changent en général, le fait que le monde soit en mouvement. En effet, nous vivons dans un monde où tout ne cesse de changer. Voici une bûche, peu après nous voyons une flamme, et puis un peu plus tard il n'y a plus de flamme, rien qu'un petit tas de cendres. Un souffle de vent disperse la cendre, elle disparaît. Et tout ce que nous contemplons, tout ce dont nous nous servons, tous les êtres vivants et les hommes et nous-mêmes, tout ne cesse de changer et tout passe, selon la formule d'un des présocratiques, Héraclite. Et donc la première question qui fait démarrer la réflexion des philosophes se pose à peu près de la façon suivante. Qu'est-ce qui persiste à travers tout le changement? C'est-à-dire que cette chose ou cette chose-là particulière, cet individu-là ou cet individu-ci, ils vont disparaître. Ils disparaissent toujours. Tout disparaît au fur et à mesure. Et pourtant, le monde continue. Donc il y a bien quelque chose qui ne passe pas, qui perdure à travers le changement. Qui fait que les choses n'ont pas toutes disparu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, si vous voulez. Il y a un principe de permanence du monde, en fait. C'est ça que recherchent les premiers philosophes. Qu'est-ce qui, dans la nature, fait que la nature forme un tout persistant? Et ça, c'est ce qui va être désigné du nom de substance. C'est le concept de substance qui est formé à cette période. La substance, c'est justement ce principe, ou cette force, ou cette entité qui persiste à travers tout ce qui change et ne cesse de changer. Donc, quelle est cette substance qui persiste à travers le changement? Quelle est cette espèce d'entité fondamentale qui se représente un petit peu dans tout et qui permet justement ces transformations en résistant au passage du temps? Et alors, cette question est une question extrêmement étrange. D'ailleurs, j'ai essayé de la formuler le plus lentement possible en la répétant, mais ça reste une question bizarre quand même. D'ailleurs, Jeanne Hirsch nous dit la chose suivante. Le lecteur peut-il imaginer la radicalité saisissante d'une telle question lorsqu'elle est posée pour la première fois? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vivent leur vie entière, enfin la plupart des humains, sans se poser cette question, dont l'intérêt pratique est inexistant. On peut parfaitement vivre toute sa vie, je cite, au milieu de choses qui changent, du moment qu'elles possèdent pour notre vie pratique une stabilité relative, suffisante pour nous. Si nous posons un pain sur la table, nous les retrouvons un peu plus tard et ça nous suffit. Mais les premiers philosophes, finalement, le mouvement qui fait que la philosophie commence, c'est que eux, ça leur suffisait pas. Ils voulaient une explication de pourquoi le monde persiste. Ou qu'est-ce qui persiste quand tel ou tel corps disparaît, sachant que ça répond aussi plus ou moins à une question existentielle, qu'est-ce qui va devenir de moi quand j'aurai disparu physiquement, enfin quand je serai mort, quoi. Alors les premiers philosophes, ils ont donné à ces réponses, à cette question, donc c'est quoi la substance du monde, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui perdure, différentes réponses, mais à chaque fois il s'agit de nommer ou de qualifier ce que c'est cette espèce de substance qui formerait le fond ou le substrat, ce qui reste dessous, les entités singulières. Et Thalès par exemple enseignait que la substance de toute chose c'est l'eau. Alors c'est assez bizarre, il y a toute une traduction de commentaires et de perplexité sur cette réponse, mais il nous dit en fait tout est d'eau, tout est fait d'eau, tout est de l'eau. Tout est de l'eau transformée. Alors pourquoi de l'eau? Il semblerait que, une explication qui est proposée, c'est que l'idée que c'est de l'eau, ça connote le fait que l'eau a une certaine mutabilité. L'eau c'est un truc qui effectivement est plutôt doué pour changer de forme, quoi. Ça peut être solide, ça peut être liquide, ça peut bouillir... Donc elle pourrait être un petit peu partout, et tout pourrait être un petit peu de l'eau. Bon, c'est une réponse qui, du point de vue de la physique postérieure et contemporaine, est évidemment assez simpliste. Mais l'intention qui est sous-jacente à cette réponse est plus importante que la réponse elle-même. C'est-à-dire que Thalès essaie d'apporter un principe d'unité s'agissant de la nature. La nature, c'est de l'eau transformée, en fait. Ensuite, chaque présocratique arrivera avec une réponse différente, et ils expliqueront chacun que la substance doit plutôt se comprendre comme étant du feu, ça c'est la réponse d'Héraclite, ou étant faite d'autre chose, nanana. Et encore un petit peu après, on aura les atomistes qui diront que en fait, tout est fait d'atomes en mouvement dans le vide, ce qui est déjà plus abstrait que
la référence à des éléments qui seraient plus ou moins calqués sur des éléments tangibles immédiatement, parce que voilà, de l'eau, du feu, on voit tout de suite ce que c'est, alors que les atomes, c'est déjà beaucoup plus obscur. En tout cas, il s'agit d'expliquer de quoi est faite la nature en général, et qu'est-ce qui permet de rendre compte de son évolution intérieure. Et alors jusque-là, vous pourriez me dire, ok, mais quelle différence avec la science? C'est vrai que ça constitue finalement un prérequis pour l'exploration des sciences physiques telles qu'elles vont se développer ultérieurement. Ce qui fait qu'on a affaire à une rupture philosophique, c'est parce que c'est une question qui se permet de ne pas apprendre pour acquis les réponses déjà en vigueur, les réponses acquises, les réponses traditionnelle à la question de qu'est-ce que c'est que la réalité et pourquoi les choses se transforment. Parce que la réponse religieuse traditionnelle, c'est de dire que le monde est gouverné par des forces surnaturelles, en fait. On ne les voit pas, mais il y a des entités qui sont conçues de manière anthropomorphique. Dans la culture grecque, ça va être les dieux, Zeus, Poséidon, etc. Et puis c'est ces entités qu'on ne voit pas mais qui sont là, qui sont à l'œuvre derrière les différentes manifestations de la nature. Et donc il y a une volonté ou une personnalité, ou en tout cas quelque chose de très analogue à l'être humain, qui explique le fonctionnement du monde. Ça, c'est des réponses polythéistes, mais vous pourriez tout aussi bien avoir des réponses monothéistes qui vous disent en fait le pont il tombe à cause du tremblement de terre, lequel est voulu par Dieu. Et les philosophes, finalement, ce qui différencie le philosophe du prêtre, c'est justement que lui se permet de se poser la question, et d'en débattre, et d'en discuter, et de se confronter à un autre point de vue. C'est-à-dire que c'est pas une réponse qui doit être acceptée sur la base de la foi. C'est pas une réponse qui est transmise de façon orale par des mythes, de génération en génération, et qui serait inquestionnable. C'est une réponse, mais qui est consécutive à une question. Et cette question, elle est individuelle. C'est ça qu'on voit dès que la raison se manifeste dans l'histoire. La raison est une force individuante, parce que chaque présocratique, il a déjà une réponse différente à la question. Ou ceux qui diront qu'on ne peut pas savoir, qui sont sceptiques, ou ainsi de suite, eux aussi auront une manière individuelle, finalement, de faire valoir leur opinion. Donc on a déjà une multitude de réponses possibles à ces questions, qui vont d'ailleurs elles-mêmes se différencier et se multiplier. Donc si on devait faire un petit peu des réponses schématiques, vous auriez la tradition qui d'un côté elle est autoritaire, collective et impersonnelle, et la philosophie qui est personnelle, non autoritaire et basée sur la réflexion. C'est complètement différent en fait comme rapport au monde. Donc la philosophie, elle commence par une interrogation sur les phénomènes de la nature, sur la nature prise dans son ensemble et pas simplement sur telle ou telle partie. Elle cherche à rendre raison de ce qui existe, mais plus qu'une interrogation sur la nature stricto sensu, parce que ça, à la limite, ça pourrait donner la physique et on reste dans le domaine d'une science spécialisée. Ce qui fait qu'il y a vraiment philosophie, c'est qu'il y a un questionnement qui est ouvert, qui ne se referme pas et qui va même accumuler de nouveaux objets d'interrogation. Finalement. C'est cette démarche d'interrogation qui fait qu'il y a philosophie. La réponse n'est pas déjà dite. La réponse n'est pas à chercher dans un livre sacré qui suffirait de commenter pour les siècles des siècles. La réponse aux questions fondamentales de l'existence est à chercher rationnellement. On peut donc dire que la philosophie, qui au sens étymologique veut dire l'amour de la sagesse, philosophia, ne se confond ni avec l'érudition, parce que vous pouvez savoir beaucoup de choses, mais c'est pas ça qui fait le philosophe. À la limite, vous pourriez même ne rien savoir, du moment que vous posez des questions radicales, c'est suffisant pour philosopher. Donc ça ne se confond ni avec l'érudition, ni avec la recherche scientifique. Alors il y aurait plusieurs raisons, et je ne vais pas explorer en détail la relation science-philosophie maintenant, mais on peut notamment souligner que dans la philosophie, il y a des questions qui sont normatives, ou qui appellent des réponses normatives, c'est-à-dire qui appellent des fondations de jugement de valeur, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est mal, etc. Ça, c'est des réponses normatives, c'est-à-dire qui disent ce qu'il faut faire, ce qui est juste, etc. La science, dans sa conception moderne, en tout cas, ne doit pas faire de jugement de valeur. Elle s'interdit les jugements de valeur pour faire que des jugements factuels. Donc ça, ce serait une marque de démarcation avec la science.
Et de façon plus générale, comme l'étymologie du mot nous indique, nous met sur la voie de ce que c'est, la philosophie est plutôt une recherche de la sagesse. C'est une attitude qui vise à essayer de comprendre l'être dans ce qu'il a de plus essentiel, en lui posant un certain nombre de questions et en y cherchant des réponses qui dépendent d'une réflexion qui est nécessairement une réflexion personnelle et qui n'est pas un simple commentaire de la tradition. Le philosophe, c'est celui qui se permet de ne pas penser ce qui est autorisé, si vous préférez. On a aussi dans l'ouvrage de Frédéric Neff, Qu'est-ce que la métaphysique, une proposition de différenciation entre science et philosophie qui tient au fait que pour la philosophie, ce qui compterait, c'est le fait qu'un ensemble d'idées s'enchaînent logiquement les unes des autres, qu'il y aurait une sorte de grande chaîne de raison entre des principes qui en appellent d'autres, qui en valident d'autres, et ainsi de suite. Tandis que la science, alors il le dit pas vraiment, mais probablement qu'elle partirait d'un matériel empirique au départ. Bon, ça serait assez discutable, donc je ne vais pas entrer dans cette discussion maintenant. Donc si je devais vous donner ma définition de la philosophie, à partir de ce que j'ai dit sur cette démarche des présocratiques et des premiers philosophes, c'est que ce qui est vraiment important, c'est pas les réponses, c'est les questions. C'est quelque chose que les philosophes aiment bien dire. Moi, ça m'est toujours énervé parce que c'est les réponses qui me paraissent les plus intéressantes. Mais ce qui fait la philosophie en propre, c'est bien la démarche de questionnement. À la limite, on pourrait dire que le résultat espéré, c'est la sagesse. Mais c'est pas garanti d'avance, si vous voulez. On entre dans une démarche de questionnement, et puis le résultat reste incertain. Un aspect qui est important de souligner, c'est qu'il ne faut absolument pas réduire la philosophie à la production d'une vision du monde. Parce que quand on lit des livres de philosophie, ou quand on écoute des gens qui vous résument la philosophie d'un tel ou d'un tel, on peut avoir l'impression que c'est un ensemble d'idées, plus ou moins cohérentes, plus ou moins bien démontrées, plus ou moins vraies, et que ce serait finalement interchangeable avec n'importe quelle idéologie, n'importe quelle vision du monde en circulation. Or, pas du tout. Parce qu'il y a toutes sortes de gens qui produisent des visions du monde, les prêtres, les gourous, les intellectuels, les romanciers, les cinéastes, et ainsi de suite. On peut même dire que toute œuvre d'art exprime une certaine vision du monde, ou donne accès peut-être à une certaine façon de penser le monde. On peut dire que les religions sont des propositions de vision du monde, ou que les idéologies poétiques, jusqu'à un certain point, sont aussi des façons de voir le monde. Et toutes ces choses-là que je viens de nommer ne sont pas de la philosophie. Donc on ne peut pas faire d'équivalence entre idéologie et philosophie. Si vous voulez, l'idéologie serait plutôt un dogme, ou quelque chose qui est posé comme étant vrai, ou une proposition de réponse, mais qui n'appelle pas finalement de question, ou qui n'est pas insérée dans un ensemble d'enchaînements argumentatifs. L'idéologie, en un certain sens, on pourrait dire qu'elle est toute faite, alors que la philosophie, elle est d'abord se faisant, elle est d'abord une démarche de rupture, justement, de distance par rapport à la croyance. Est-ce que ce que je crois est vraiment vrai? Est-ce que le monde est tel que je le pense, ou tel que les gens le pensent autour de moi? On peut dire, pour bien fixer les idées, que s'il y a une vision du monde ou une idéologie nazie, il n'y a pas de philosophie nazie. Parce que vous n'êtes pas autorisé à penser ce que vous voulez, en fait. La philosophie est donc un choix de vivre en mettant en question les croyances héritées. C'est un effort d'interrogation de ce qu'on croyait acquis, évident, indiscutable et sacré. C'est nécessairement un effort parce que c'est un effort de rupture, de mise à distance par rapport aux autres, par rapport à ce qui est communément présenté dans la société. Et en ce sens, on peut dire que la philosophie a une dimension foncièrement anti-autoritaire. Ne croit pas les choses sur parole, elle ne croit pas ce qui circule parmi les discours ou les opinions régnantes, juste parce que c'est un tel qui l'a dit, ou juste parce que la plupart des gens sont d'accord, ou même tous les humains sont d'accord sur un truc. Elle veut des raisons qui se justifient par la raison elle-même. On peut dire que la philosophie existe à mesure que recule la sphère de ce qui est indiscutable, que ce soit le discours des autorités religieuses, ou bien les ordres du roi, les ordres du pouvoir politique,
voilà, les tabous, les interdits de penser, les interdits de remettre en question ceci ou cela. Philosopher, c'est donc non pas avoir un savoir particulier, c'est plutôt une attitude qui vise à mettre en discussion, en interrogation, tout ce qui peut être discuté, interrogé, examiné. Et à l'issue de cet effort d'interrogation, il y a évidemment l'aspiration à une vérité, une connaissance, une sagesse, une éthique de vie ou quelque chose de positif. En tout cas pour les gens qui ne s'arrêtent pas à une réponse sceptique ou à un doute illimité. Il y a évidemment l'aspiration à formuler une certaine doctrine ou à arriver à une certaine idée de ce que sont les choses. Et peut-être que la réponse qui viendra à l'issue de la réflexion pourra recouper plus ou moins complètement les réponses qui étaient déjà celles en vigueur. Nous sommes dans une société qui pense que le communisme c'est pas bien, et bien peut-être qu'au terme d'un effort de réflexion impartial et qui pèse le pour et le contre, il peut s'avérer que c'est finalement raisonnable et pertinent que le communisme se soit interdit. Oui. Mais si à la fin des fins le philosophe devient finalement un conformiste ou donne l'impression d'accepter les règles qui régissent la société, c'est bien parce qu'il a fait l'effort de les examiner rationnellement au préalable. Ça n'est donc pas une attitude spontanée ou simpliste ou facile d'accès. L'important pour caractériser la philosophie n'est pas qu'elle aboutisse à des idées nouvelles, au risque de déplaire à ceux qui auraient une approche un peu avant-gardiste ou excitée du phénomène. L'important, c'est qu'elle fasse de cette démarche philosophique, l'important, c'est qu'elle fasse de nos idées le résultat de l'exercice de notre propre raison, de notre propre pensée. Et pas, je répète indéfiniment, le discours des parents, le discours des ancêtres, le discours de l'opinion majoritaire. Une autre formulation, c'est de dire que la philosophie se définit comme l'autonomie de la pensée. La pensée qui est devenue une pensée personnelle, active. En conséquence, on peut dire que la philosophie est profondément individualisante, et c'est pas un hasard si à la différence de telle ou telle tradition religieuse dont on rattache pas nécessairement à un prophète ou un personnage individuel. En revanche, dans le cas de la philosophie, on a toujours affaire à des auteurs individuels, ou dans le meilleur des cas une école où on se transmet plus ou moins une doctrine, mais on voit bien quand on étudie un peu la tradition, je sais pas, des auteurs platoniciens ou aristotéliciens que tel philosophe de l'école d'Aristote au bout de 10 générations, il pense quand même plus tout à fait la même chose qu'Aristote au départ, et ainsi de suite. Parce qu'il a l'autorisation aussi, jusqu'à un certain point, de défendre autre chose que les idées qui étaient celles du fondateur. La philosophie est profondément individualisante, et donc on ne peut pas la trouver dans tous les types de sociétés, ou pour le dire d'une autre façon, tous les types de sociétés ne se prêtent pas à la pratique de la philosophie. Typiquement, pour donner vraiment le contre-modèle total, les sociétés totalitaires ne se prêtent pas à la pratique de la philosophie, et ça se vérifiera très bien par le manque de créativité criante de production philosophique des sociétés qui ont connu le totalitarisme au XXe siècle. Et on pourrait aussi dire que les sociétés traditionnelles, ou dans lesquelles il règne un traditionnalisme extrêmement exacerbé, ne se prêtent pas non plus à la philosophie, sinon de manière cachée et marginale. La philosophie est une attitude qui nous amène à devenir un individu original, parce que si je suis en train de penser de façon critique, si je me pose des questions sur la pertinence de ce que je pense, je ne suis plus en train de répéter par habitude ce que dit la tradition, ce que disent l'autorité ou la société autour de moi. Il s'agit de se faire sa propre opinion. C'est donc un acte de rationalité et de courage, pour reprendre un terme qui est utilisé par Kant lorsqu'il écrit sa brochure « Qu'est-ce que les Lumières ?» Qu'est-ce que les Lumières ? Réponse de Kant, c'est avoir le courage de se servir de sa propre opinion, de sa propre raison, de son propre entendement. Donc une attitude de courage, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est tout sauf inné, c'est tout sauf une mentalité du troupeau, c'est tout sauf une activité dont on peut s'attendre à ce que n'importe qui le fasse spontanément. La docilité ne philosophe pas. La pensée libre est une pensée vivante, est une pensée tranchante, parce qu'elle se sépare de ce qui est communément admis, de ce qui va de soi, des habitudes, des routines, de l'obéissance aveugle, de l'obéissance à l'autorité, etc.
C'est donc une attitude très profondément courageuse. Et c'est ce qu'il faut objecter notamment aux derniers écrits de Nietzsche dans le Crépuscule des idoles, s'agissant de ses attaques vis-à-vis de Socrate. Le personnage de Socrate n'est pas un mou, n'est pas un faible, n'est pas un personnage conformiste, parce que ça ne va pas de soi de mener la vie de Socrate. Ça ne va pas de soi d'aller au tribunal et de dire à ses juges qu'une vie menée sans examen ne vaut pas d'être vécue. Il y a une activité du philosophe qui le met nécessairement en rupture avec l'opinion majoritaire, la société, et il y a toute une tradition qui justement souligne que le philosophe est plus ou moins voué à la persécution parce que justement il fait cet effort de mettre en question ce qui va de soi pour les autres. Alors ça, c'est une définition générale de l'activité philosophique. Je pense avoir suffisamment insisté pour qu'on comprenne bien sa nature, quitte à faire des éclaircissements ultérieurs sur sa relation à d'autres sortes d'activités humaines, comme l'activité scientifique ou l'activité artistique. Quelques éléments typiques à l'œuvre dans la réflexion philosophique, mais je souligne quand même que tous les éléments que je vais lister ne sont pas nécessairement propres à la philosophie, donc c'est moins une définition qu'une analyse des éléments qu'on peut trouver dans la philosophie. Mais dans ce que je vais lister, bien des éléments seraient à l'œuvre soit dans d'autres activités intellectuelles, comme je sais pas moi, la stratégie ou l'activité scientifique. Alors quelles sont un peu les briques ou les étapes ou les démarches qu'on va trouver quand on fait de la philosophie finalement, à quoi ça se reconnaît quand on est en train de philosopher, ou quel serait l'indice, en tout cas, c'est parce que c'est pas quelque chose de nécessairement tout à fait exclusif, quel serait l'indice qu'un individu est en train de philosopher? Déjà, premièrement, et c'est ça le plus important, on a une construction des problèmes, on a une mise en question des opinions communément acceptées. Il y a ce geste d'étonnement, de démarcation, on se demande, avons-nous raison de croire que tatata? Est-il vrai que tatata? A-t-on raison de dire que tatata? Donc cette démarche de questionnement, c'est vraiment l'élément qui est premier. Et c'est cette illimitation, le fait que ça peut porter sur tout, et même sur ce qu'on n'ose pas encore interroger, et même sur ce qu'on ne croit pas pouvoir interroger, et même sur ce qui n'a jamais peut-être été encore interrogé, qui fait justement cette dimension d'ouverture radicale de la philosophie. Et ça la démarque quand même très profondément de la science, parce qu'à la limite, vous pourriez vous poser des questions en science, mais qui seraient cloîtrées ou limitées par l'objet à étudier, et puis on ne va pas plus loin, quoi. Ou alors on est empêché d'aller plus loin parce qu'il y a des dogmes qui nous disent que on n'a pas le droit de dire telle chose, on n'a pas le droit d'aller dans telle direction pour se poser des questions. Donc mise en question des opinions, imagination et formulation des problèmes. Les philosophes formulent des problèmes. Exemple, et si le temps était une illusion? Il s'agit de formuler des questions fondamentales et ensuite de voir les différentes manières dont on pourra apporter des réponses. Après la formulation des problèmes, vient les raisonnements et les réponses pour donner des réponses justement au problème qu'on a formulé. Ça va être la partie qu'on pourrait qualifier de thétique, c'est-à-dire qu'il s'agit de poser des thèses, de poser des affirmations et de les enchaîner par des raisonnements et des argumentations qui vont les justifier. Pour que ça marche et pour que ce soit valide, il faut respecter quelque chose qu'on a dans toutes les autres activités intellectuelles humaines, qui est la logique. Donc effectivement, même si ce n'est pas forcément un prérequis au sens chronologique, une certaine rigueur logique est utile en philosophie pour que les enchaînements d'idées auxquels on va se livrer soient valables. Une autre démarche qui n'est pas encore nécessairement strictement typique de la philosophie, mais qui est très pratiquée en philosophie, c'est ce qu'on pourrait appeler la clarification notionnelle. C'est-à-dire expliquer le sens d'une idée, clarifier les mots dont on se sert pour parler, les distinguer d'autres idées proches ou d'autres mots qui pourraient avoir des significations proches. Voilà, expliquer qu'est-ce qui fait que la monarchie, la tyrannie, c'est pas la même chose. Expliquer est-ce que quand je mets en œuvre telle notion, il n'y a pas implicitement déjà telle autre notion qui serait présente dans la première, etc., etc. Donc les philosophes sont un petit peu des taxonomistes ou des entomologistes qui dissèquent des idées, si vous voulez.
Il s'agit de ne pas être prisonnier d'erreurs de pensée qui tiendraient à des expressions ou à des façons de parler courantes, et donc il y a un effort de lutte, de mise à distance du langage ordinaire. On peut d'ailleurs citer à cet égard une formule assez percutante du philosophe Wittgenstein, qui qualifie la philosophie de la façon suivante. La philosophie est un combat contre l'ensorcellement de notre entendement par les ressources de notre langage. Le langage serait une matière finalement ambiguë, trompeuse, pas forcément d'une clarté absolue, et donc il y aurait un effort justement de purification, d'amélioration en tout cas du langage dont on se sert, et donc de la pensée qui est véhiculée par ce langage. Mais non contente de clarifier des idées qui pourraient être déjà là dans la société en circulation, le philosophe se caractérise aussi, bien que, contrairement à ce que prétendait Deleuze, ce n'est pas spécifique du philosophe, il se caractérise aussi, disais-je, par la création conceptuelle. C'est-à-dire que non seulement on va examiner les idées qui sont en circulation, mais on va aussi éventuellement créer de nouveaux concepts, ajouter des idées. Tout à l'heure, je vous ai parlé des présocratiques et de leur questionnement sur qu'est-ce que la nature de la vérité en général. Et bien, on a cette notion de substance qui vise justement à qualifier le principe ou le genre de réalité fondamentale qui fait tenir toutes les choses ensemble et qui fait qu'il y a un monde qui se continue au-delà de la disparition de chaque chose individuelle. Créer l'idée de substance, c'est une innovation conceptuelle, c'est-à-dire qu'il y a bien eu quelqu'un quelque part qui était la première personne à avoir l'idée de substance, et ainsi de suite de toutes les idées et de tous les mots compliqués qu'on verra dans les bouquins de philo. Donc le philosophe est un créateur de concepts, et c'est quelqu'un qui joue avec les concepts, qui les retravaille, qui les jette quand il trouve que c'est pas de bons outils pour penser, etc. Enfin, puisqu'il s'agit quand même d'arriver à des réponses et de justifier certaines croyances ou certaines positions sur la nature de la réalité et de ce qu'on a à y faire dedans, on peut aussi dire que la philosophie implique une activité de construction d'argumentaire. Parfois, un bon philosophe n'est pas tellement quelqu'un qui s'est caractérisé par une question super radicale et originale, ou même par l'introduction de concepts spécialement nouveaux, mais ça peut juste être quelqu'un qui a enchaîné des idées de façon créative et qui a créé un argument intéressant. Par exemple, j'ai oublié son nom, mais il y a ce moine du Moyen-Âge qui a critiqué l'argument ontologique de saint Anselme en disant alors, je saurais peut-être pas le refaire de mémoire, mais j'ai dans mon esprit l'idée de l'île la plus parfaite. J'ai dans mon esprit l'idée de l'île, l'île dans la mer, quoi. J'ai dans mon esprit l'idée de l'île la plus parfaite. L'île la plus parfaite doit exister, parce que si elle n'existait pas, elle n'aurait pas la perfection d'être parfaite. Donc il existe quelque part dans le monde l'île la plus parfaite. Évidemment, c'est une parodie de l'argument ontologique de saint Anselme qui dit la même chose au sujet de Dieu. Je pense à l'être le plus parfait, la perfection implique l'existence, donc Dieu existe. Voilà. Tourner en dérision l'argument en montrant que finalement en lui substituant une autre matière, ça donne des choses qui sont manifestement absurdes, c'est une activité de construction argumentative, et là en l'occurrence ça vise à ruiner l'argument de départ en faveur de l'existence de Dieu. Voilà le genre de choses intellectuelles que font les philosophes. Enfin, je terminerai là-dessus, c'est un point qui n'est pas sans importance, les philosophes ne sont pas des sages. C'est important de garder cette distinction à l'esprit, parce que étymologiquement, la philosophie, c'est bien l'amour de la sagesse. Aimer la sagesse, ça veut dire qu'on la désire, ça veut dire qu'on est en quête d'elle, on est en quête de quelque chose qui compléterait l'ensemble de nos aspirations à la connaissance et à une orientation dans le monde. Voilà, on veut savoir qu'est-ce qu'est le monde et qu'est-ce qu'on a à y faire, et obtenir finalement une sorte de sérénité ou d'harmonie par une adhésion pleine et entière à la réalité. Mais si le philosophe quête la sagesse, c'est bien qu'il ne la possède pas, parce qu'on ne cherche pas quelque chose qu'on a déjà a priori. Donc les philosophes ne sont pas des sages, et il ne faut pas prendre quelqu'un qui se dit philosophe pour nécessairement plus malin que les autres, ou plus proche de la vérité que les autres, ou plus capable de répondre à vos questions fondamentales que les autres. C'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est d'ailleurs aussi une bonne nouvelle d'un certain côté, parce que ça vous montre que vous, ou n'importe quel humain,
peut philosopher s'il décide d'en faire l'effort. C'est simplement pas une garantie que c'est une personne particulièrement sage, ou digne de confiance, ou morale, ou n'importe quelle autre caractéristique. Et de fait, non seulement les philosophes ne sont pas des sages, mais certains sont peut-être des fous ou des idiots. Il y a quand même beaucoup de réflexions philosophiques, ou d'arguments philosophiques, ou de doctrines philosophiques qui se caractérisent par leur bizarrerie. On a des gens qui nous expliquent que rien n'existe en dehors de notre esprit, qu'il suffit qu'il suffit de penser à l'être le plus parfait pour s'assurer de son existence, ou que sais-je encore comme doctrine. Y a des gens qui vous expliquent que la vie n'est qu'une absurdité et qu'on ne fait jamais que aller de l'ennui à la souffrance, en vous interdisant par derrière en plus de vous suicider. Donc bon, des fois les philosophes disent un petit peu n'importe quoi. Si j'avais des données biographiques un peu plus complètes, je m'intéresserais aussi sur à quel point les philosophes sont des gens qui présentent des troubles psychologiques ou des difficultés, au moins des tempéraments psychologiques, dirons-nous, atypiques. Ce qui n'est pas nécessairement sans rapport avec certains grands physiciens par ailleurs ou d'autres savants, hein, mais voilà, ce sont quand même des gens qui sont parfois un petit peu étranges. Ça veut donc dire qu'il faut prendre la philosophie elle-même avec un regard critique. Il faut avoir vis-à-vis de la philosophie une attitude philosophique. Il faut se demander ce que ça vaut de nous dire ce que raconte tel ou tel philosophe dans telle ou telle œuvre ou dans tel ou tel discours. Il ne faut pas prendre pour acquis un discours sous prétexte que son auteur serait philosophe. Ça ne devrait pas être un signe d'autorité, ça ne devrait pas être un prestige social particulier. Non pas parce que l'activité en elle-même est méprisable, et au contraire, moi je pense être philosophe et je pense que c'est une activité hautement admirable moralement, mais ça n'est la garantie de rien sur le fond. Et ça c'est très important d'avoir un rapport non dogmatique avec les pensées philosophiques. Par ailleurs, j'appartiens à une tradition philosophique minoritaire qui est la philosophie matérialiste, dont j'ai déjà parlé, ou qui sera consultable dans des vidéos ultérieures de cette chaîne. Le matérialisme est une tradition minoritaire en philosophie, c'est-à-dire que de mon point de vue, moi quand je lis les philosophes, quand je m'intéresse à la tradition philosophique occidentale notamment, je vois des gens qui pour la plupart se sont trompés de mon point de vue plus ou moins radicalement. Il y a peut-être plus d'idées fausses dans les principales philosophies les plus populaires que d'idées vraies. Il y a tout un effort d'occultation de certaines pistes ou de certaines idées qui, moi, me semblent les idées essentielles. Si sagesse il y a, il me semble que c'est une sagesse qui a été un peu marginalisée. En tout cas, c'est comme ça que je perçois la tradition ou les grands courants principaux de la philosophie. Et donc, quand on a ce point de vue, on ne peut que redoubler toutes les remarques que je viens de faire. Attention à ce que racontent les philosophes, attention à ne pas croire si facilement que ça ce qu'ils vous disent, parce que c'est parfois en fait totalement intenable et totalement fou. Ou en tout cas, c'est suffisamment bizarre pour qu'on ait des doutes. Et donc je conclurai sur cette formule empruntée au film de Woody Allen, L'homme irrationnel, qui est un film assez marrant, quoique assez perturbant par ailleurs, qui met en scène un professeur de philosophie, Abbé Lucas. Et comme disait ce personnage de Woody Allen, il y a une si grande part de la philosophie qui n'est rien de plus qu'une masturbation verbale. Voilà, j'en arrête cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous aurez des questions. Et puis voilà, restez attentifs, restez curieux. Et on se retrouve prochainement pour explorer de nouveaux sujets de philosophie.